tous, merci d'être venus pour cette présentation. Donc, je suis Lucie Fabre du cabinet de conseil Westone. Et Audrey Thierry du cabinet de conseil Westone. Et donc on vient vous présenter aujourd'hui notre radar des solutions robotisées pour l'intralogistique qui sort aujourd'hui à l'occasion du SITL. Alors pourquoi un radar des solutions robotisées? Alors le cabinet de conseil Westone, on a l'habitude de travailler avec de nombreux clients pour les accompagner dans leur projet de transformation et en particulier en intralogistique dans leur transformation et leur automatisation d'entrepôts. Et on a fait le choix de mettre à jour ce radar qui datait de 2019, parce qu'il y a eu de nombreuses évolutions depuis 2019 sur le secteur de l'intralogistique. Déjà d'un point de vue du contexte, comme vous le savez, il y a eu énormément de perturbations, il y a eu la crise Covid, il y a eu les différentes crises qui ont amené à la fois plus de besoins de la part de nos clients pour de l'automatisation. En effet, l'automatisation améliore de nombreuses choses, elle améliore essentiellement au niveau de la pénibilité au travail. On va aller chercher plus d'ergonomie, on va aller chercher moins de pénibilité au niveau des déplacements, au niveau des préparations. Ça permet aussi une amélioration du service client, une amélioration de la qualité, une réduction des erreurs. Un sujet qui est très dans l'air du temps, c'est la densification du stockage, en particulier en France. On sait que les surfaces logistiques sont de plus en plus difficiles à trouver. Et donc par l'automatisation, on va aller chercher de la densité. Et enfin, parce qu'il faut bien avoir un retour sur investissement, une augmentation des performances. Donc ça, c'est le contexte qui fait que l'automatisation est de plus en plus intéressante, mais à la fois, le contexte est difficile. Et donc, il est difficile d'aller s'engager sur des grosses automatisations comme on avait pu faire par le passé, avec des investissements de plusieurs millions d'euros. Et donc, nos clients sont aussi très friands de nouvelles solutions plus flexibles, plus légères, plus faciles pour démarrer. Et donc, par la robotisation, aujourd'hui, le marché s'est ouvert sur de nombreuses solutions qui amènent cette scalabilité, cette flexibilité, et qui permettent d'aller investir plus progressivement. Et c'est pour ça qu'on a aussi de nombreuses offres sur le marché aujourd'hui. On voit d'ailleurs sur le salon qu'il y a beaucoup d'offres, et ce n'est pas forcément facile de se retrouver dans toutes ces nouvelles solutions robotisées qui peuvent être maintenant présentes sur le marché. Et donc l'objectif de ce radar qu'on va vous présenter, c'est de vous fournir en tant que chargeur ou en tant que logisticien un panel des solutions possibles pour de la robotisation en entrepôt. Et donc je laisse la main à Audrey qui va vous présenter notre démarche. Donc, en termes de méthodologie, par rapport à ce radar, on a fait le choix donc, de se concentrer sur la partie préparation de commandes, donc, ce qui inclut finalement le transfert des charges, des marchandises, le prélèvement des produits ou des colis, le tri, pareil, des colis ou des cartons pour expédition, par exemple, ou pour tous les aspects de ventilation. On se concentre sur les fournisseurs qui proposent des services et des produits en Europe. On regarde aussi les fournisseurs qui ont démontré leur capacité à faire sur au moins un site, donc un projet live avec un client. On va le voir après, on a catégorisé suivant un certain nombre de catégories. On en a exclu certaines, et je voulais aussi un petit peu vous expliquer pourquoi. Par exemple, tout ce qui est transfert de charge, que ce soit du colis ou de la palette, donc les robots, les AMR qui transportent la palette, on ne les a pas retenus parce qu'en fait, il y a une foultitude de propositions. Je revois il n'y a pas très longtemps une étude de marché qui avait été faite. On est de l'ordre de plus de 200 fournisseurs. Donc là, clairement, notre radar, il aurait pris une allure toute différente. On aurait eu vraiment un déséquilibre. Donc, on a préféré se concentrer sur les aspects de prépa, de commande et de tri. On a aussi exclu les aspects inventaires, donc que ce soit les drones ou certains robots qui circulent dans les allées pour faire les inventaires. La partie déchargement de colis, alors qui arrive progressivement, mais sur lequel il n'y a pas encore forcément une offre très développée en Europe. Et la dernière catégorie qu'on a voulu ne pas prendre, c'est la partie humanoïde. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup sensation dans les communications. On n'est pas, nous, forcément très convaincus pour l'instant de l'intérêt de l'humanoïde dans les entrepôts.
Peut-être qu'un Amazon qui a un système très lié aujourd'hui à du rangement et du prélèvement dans des étagères est intéressé pour développer cette partie-là. Bon, dans d'autres contextes, c'est peut-être moins évident. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a retenu comme catégorie? Donc si je les balaye, donc en partant de la gauche vers la droite. Donc la première catégorie, c'est le tri-colis et tri-carton. Donc là, on va se retrouver sur effectivement des solutions de tri, donc à la fois pour de l'éclatement ventilation, mais aussi pour du tri de colis sur des plateformes de distribution. Donc finalement, des alternatives soit à des activités manuelles qui peuvent être faites avec des opérateurs, ou soit à des machines de tri, donc des cross-belts, des shoe sorters. La deuxième catégorie du coup qu'on a mis en lumière, donc les assistants picking. Donc ce sont ces robots qui, alors deux façons de fonctionner, soit qui accompagnent le préleveur dans les allées et du coup qui est réceptacle des produits que le préleveur aura piqués, ou soit le robot qui va lui-même aller d'un emplacement à un autre, et quand il arrive sur un emplacement, le prochain emplacement à visiter pour les commandes qu'il a pris en charge, il y a un opérateur qui va se rapprocher de ce robot pour faire le prélèvement. Donc on a vraiment le mode, soit le robot suit le préleveur, soit c'est le robot qui circule et plusieurs préleveurs vont être amenés à intervenir. Donc voilà, sur la partie assistant picking. Alors la troisième catégorie, on a eu beaucoup de mal à lui trouver, enfin beaucoup. On a réfléchi par rapport à son nom, donc on l'a appelé 3D Robotique GTP. Et en fait, ça regroupe vraiment différents types de solutions, ce qu'on a à un moment appelé du coup les shuttles 3D, les robots shuttle. Et puis on a aussi vu apparaître un certain nombre de solutions. Donc on va avoir, l'idée c'est quand même, le robot se déplace dans les 3 dimensions et apporte la marchandise au niveau d'un poste GTP. Du coup, la quatrième catégorie, donc là on est sur un mode 2D, donc une circulation suivant les 2 dimensions, donc souvent avec des systèmes qui montent moins haut qui occupent peut-être moins de hauteur en termes de stockage. On y retrouvera bien évidemment tout ce qui est transport d'étagères, hein, qui est quand même historiquement l'une des solutions qui ont démarré, on va dire, par rapport à ces robots autonomes. Et puis la dernière catégorie qui nous semblait intéressante également de mentionner, c'est les intégrateurs. Aujourd'hui, les intégrateurs, ils ont quand même on y voit nous un gros intérêt, c'est qu'en général, ils ont un portefeuille qui propose plusieurs types de solutions. Ils sont capables du coup de trouver la solution qui correspond du coup aux besoins, mais aussi de l'intégrer. Et cette partie soft est quand même une des clés de la réussite du projet. Et c'est vrai que du coup, l'intégrateur, je pense qu'il apporte cette partie soft. Qu'est-ce que je ne vous aurais pas dit? Bon, je pense que je vous ai quasiment tout dit. Je vais passer à la slide d'après. Alors, on voit finalement, par rapport à tout ça, donc là, l'idée, c'est vraiment de recenser les solutions. Comme ça, si vous démarrez un projet, ça vous permet d'avoir finalement la liste des fournisseurs qui pourraient être contactés. Ce qui est sûr, c'est que vous allez avoir énormément de choses et que toutes ces solutions ne sont pas forcément adaptées à votre activité. Je ne saurais trop recommander de regarder finalement quel est votre profil de commande, combien de références vous manipulez, quelle est la fréquence à laquelle vous les prélevez, quel est votre besoin en termes de stockage, quelle est la largeur de gamme, c'est-à-dire combien de références vous avez à gérer, comment elles se renouvellent aussi. Entre quelqu'un qui gère des pièces de rechange où on est sur plusieurs centaines de milliers de références qui vont tourner peut-être 1 fois ou 2 fois par an, versus ça me revient pas, versus des entrepôts de drive où là on est sur de l'ordre de 9000, 15 000 références, mais on va pouvoir avoir par contre un appel de références de plusieurs centaines de fois par jour. Évidemment, on n'est pas du tout sur les mêmes solutions à mettre en face. Donc vraiment, il y a l'importance de bien qualifier son activité, son profil d'activité. Je te laisse peut-être la main pour la suite. Oui, 2 autres points importants à prendre en compte dans le choix d'un fournisseur. La maturité de la solution, déjà,
Est-ce que c'est une solution qui est innovante? Alors, ça peut avoir un intérêt de partir sur une solution innovante, mais il y a des risques associés. La technologie peut être en train d'être mise au point, et puis aussi sur toute la partie maintenance par la suite de l'installation. Si c'est une nouvelle technologie, on va aussi découvrir au fil de l'eau. Donc, vous avez vu que dans les catégories, on a différentes catégories. Certaines sont plus anciennes que d'autres, et il y a aussi, dans la catégorie en particulier 3D GTP, énormément de technologies différentes qui s'ouvrent, mais qui aussi sont peut-être en train d'être testées et qui vont devoir avoir plusieurs références avant de pouvoir être vraiment stables. Et puis le choix du fournisseur, au-delà de la technologie, le fournisseur derrière. On a parlé d'avoir des références en Europe, c'est aussi parce qu'on est assez sensible à la disponibilité, la présence des équipes au contact du client. Et finalement, au-delà du prix, au-delà de la technologie, c'est aussi, pour qu'un projet se passe bien, important d'avoir une bonne proximité avec le fournisseur, qu'il ait une présence locale pour le projet et pour la suite, et qu'il puisse être en maîtrise des différentes phases du projet. Peut-être vous pouvez vous poser la question pourquoi on n'a pas utilisé le terme AGV AMR, parce que c'est quand même, quand on parle de robots autonomes, c'est quand même les termes qu'on utilise beaucoup. On se rend compte qu'en fait, même s'il commence à y avoir un consensus sur le fait que l'AGV est plutôt à suivre un chemin prédéfini en utilisant des capteurs, soit des systèmes de marquage au sol, soit des capteurs pour se localiser, il est en tout cas a priori pas vraiment capable de dire j'ai un obstacle, je le contourne. Là où l'AMR, par contre, lui, avec les systèmes de navigation SLAM, par exemple, lui va pouvoir contourner et pouvoir vraiment s'adapter par rapport à son environnement. Sauf que cette définition, même si elle commence à être assez répandue, elle n'est pas partagée par tous les fournisseurs. Et du coup, commencer à dire bah, tiens, on met des AMR ou on met des AGV, c'était un peu, on a trouvé que finalement, on préférait utiliser le terme de robot autonome qui nous semblait au moins plus universel. Je vois on n'est pas en retard par rapport au timing, donc éventuellement on peut peut-être prendre quelques questions. Je vais vous réafficher le radar avec le lien QR code du coup vers la publication sur le site Wavestone. Donc si vous voulez accéder au radar, il y aura d'autres choses en complément dans la publication, donc n'hésitez pas. Ça fonctionne. Peut-être si quelqu'un a des questions, je pense qu'il peut y avoir un micro dans la salle. Pas de questions. Ouf. S'il y en a qui ont des questions, on est de toute façon disponible aussi après, mais n'hésitez pas par rapport aux différents choix. Après, ce sont des catégories, bien évidemment. Les frontières sont de plus en plus floues entre les catégories. On a certaines, entre le 2D et le 3D GTP, certaines choses qui évoluent. Bon, en tout cas, sachez que voilà, on fait partie du cabinet Wavestone. Si vous avez besoin un moment de vous y retrouver par rapport à votre projet et justement cette multitude de solutions, bah, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez le lien du coup aussi avec les sites internet. Donc, toujours pas de questions? Bon, magnifique. On a fini avant l'heure. Et s'il n'y a pas de questions, bah merci à tous et puis on est à votre disponibilité pour toute question a posteriori. Merci bien. Bon salon.